Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Nicolas Léger-Larue de Tournemine, ancien vice-président de la Chambre correctionnelle de Rennes. Mesdames et messieurs, bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais rappeler les préventions qui vous sont reprochées aux uns et aux autres au terme d'une ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de ce tribunal au mois de juin 2009. Alors, monsieur, on vous reproche d'avoir, entre le 1er août 2005 et le 7 mars 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, en procédant à des manipulations de compteurs et en réalisant des réparations destinées à dissimuler le véritable état des véhicules, trompé des personnes pour les déterminer à remettre des fonds ou des valeurs, en l'espèce l'achat de véhicules. Madame, on vous reproche d'avoir, entre le 1er août 2005 et le 17 avril 2007, étant employeur, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche. Encore d'avoir, en qualité de dirigeant de droit de l'entreprise Auto-Occasion, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en détournant tout ou partie de l'actif, en augmentant frauduleusement le passif, en l'espèce, en remettant 17 véhicules appartenant à l'entreprise Auto-Occasion à la société sans contrepartie financière et en achetant pour 45 000 € de véhicules au mois de mars 2007, alors que l'entreprise était dans l'incapacité d'honorer les dettes à court terme. Monsieur, on vous reproche les faits suivants. D'avoir, courant mars 2007 et avril 2007, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, en ne comptabilisant pas dans les comptes de la société l'ensemble des véhicules vendus par l'entreprise Auto-Occasion, et encore d'avoir, en procédant à des manipulations de compteurs, en réalisant des réparations destinées à dissimuler le véritable état des véhicules, tromper les personnes mentionnées dans le tableau figurant en code D849 pour les déterminer à remettre des fonds ou valeurs, en l'espèce l'achat de véhicules. Je précise, monsieur, et on y reviendra au moment de la lecture de votre casier judiciaire, que vous avez été condamné, notamment par la Cour d'appel de Rennes le 10 juin 2003, de sorte que pour l'ensemble des infractions que je viens de citer, vous semblez potentiellement vous trouver en état de récidive légale. Et je vous indique que le tribunal envisage de relever cette circonstance d'office. On va le noter, madame la greffière. Et enfin, madame, on vous reproche d'avoir, courant mars 2007 et avril 2007, en qualité de dirigeante de droit de la société automobile, sciemment recelé des sommes d'argent et des véhicules automobiles qu'elle savait provenir du délit de banqueroute frauduleuse, et encore d'avoir intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de prestation de services en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale. Voilà les faits qui vous sont reprochés aux uns et aux autres au terme de l'ordonnance de renvoi. Je vais vous demander, monsieur, de vous mettre également sur le côté et je vais vérifier la présence des parties civiles ou des victimes qui ont été avisées. Alors, était constituée partie civile, sauf erreur, au stade de l'instruction, la SCP Després, dont la représentante est partie, oui, est partie, d'accord, et donc a déposé des conclusions qui conviendra de faire viser. Ensuite, le tribunal a reçu des constitutions de partie civile par lettre de mademoiselle Nolwenn Boutal, qui est présente. Vous êtes seule, madame, mademoiselle, ou vous êtes représentée par un avocat? Non. Vous êtes seule. Puisque vous êtes présente, le tribunal vous entendra à un moment dans cet après-midi. Voilà, merci. Et vous pouvez retourner à votre place, merci. Ensuite, le tribunal a un certain nombre de retours d'avis à victimes. Monsieur Bruno Frémont. Bonjour, monsieur. Monsieur. Donc, monsieur, vous êtes présent, vous êtes seul sans avocat? D'accord. Donc, on vous entendra à un moment ou à un autre de la procédure pour vous entendre vos demandes. Merci. Alors, le dossier sur les faits, le dossier est assez volumineux et les investigations des gendarmes ont amené la découverte d'un certain nombre de choses qu'on va qualifier d'irrégularités. On va essayer de recentrer, de resserrer et de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les préventions qui vous sont aujourd'hui reprochées. Je vais vous demander, monsieur, de venir à la barre, si vous voulez bien. Alors, au terme de l'ordonnance de renvoi, le juge d'instruction a considéré que, pour faire synthétique, vous avez indiqué que le garage était dirigé par monsieur et madame, avec une répartition des tâches, madame plutôt pour la partie administrative, monsieur plutôt pour la partie négociation de véhicules, et qu'il y avait un certain nombre de choses irrégulières qui se passaient dans ce garage et d'activités
mécaniques, y compris irrégulières, qu'on vous demandait de faire. Donc des véhicules qui avaient peut-être 200 000 km. Oui. Donc on descendait le compteur. Oui. Ou des véhicules qui avaient 200 000 km, mais on faisait des factures comme quoi le moteur avait 100 000 km. D'accord. Qui est-ce qui a eu l'idée de... Il y a un débat sur cette question, au final ça ne change pas grand-chose, mais il y a un débat sur cette question. Qui est-ce qui a l'idée de rendre les compteurs plus présentables? C'est donc il en a fait 1, 2, 3 devant moi, et puis après c'est moi qui m'en occupais. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Au début, je trouvais pas du tout ça correct, et puis après c'est vrai qu'acheter une voiture 1 000 euros et la vendre 3 000, c'était tellement facile. Oui. Et donc à l'époque là, comme j'étais, je pense, vraiment influençable, donc je me suis laissé embarquer, et puis je m'en occupais. Alors cette décision-là, parce qu'apparemment c'est quand même quelque chose d'assez habituel, parce qu'il y a un grand nombre de voitures qui ont fait l'objet de maquillage de cette manière-là. C'est une décision qui est prise collégialement. Il y a un moment où on dit, bon ok, on va faire ça, ou comment ça se passe ça? Non, c'était suivant les voitures. Il y avait une voiture, soit c'était une affaire, ou soit il fallait que ça le devienne, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez fait d'autre sur les voitures? Sinon, refaire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire? Donc, j'ai déjà... reprendre des pièces d'une voiture pour en refaire une autre. Apparemment, reprendre les pièces d'une voiture, vous avez expliqué que ça se passait bien à la casse. On allait chercher à la casse des pièces. Des pneus, par exemple? Des pneus, toutes sortes de pièces. Des compteurs aussi. Oui, je parle un peu des pièces de sécurité, mais des freins? Des freins, ça coûte moins cher à la casse. Sur les embrayages, vous avez dit, les embrayages, il y a un disque d'embrayage, il y a les rainurages pour les histoires de poussière. Donc le disque, il est censé faire une épaisseur. Quand il est usé, il n'en fait plus une épaisseur, mais on le meule, on fait des rayures, et puis ça ira bien comme ça. Ça tiendra le temps. Donc ça tiendra le temps, ça tiendra. Dans 3 mois, elle est plus garantie. Pardon? Dans 3 mois, elle est plus garantie. Oui, vous dites, en fait, le but, c'est que ça tienne le temps que c'est sous garantie, puis après, c'est ça l'idée? C'est que le client soit content, et puis qu'il nous oublie. D'accord. Qui est-ce qui décide de tout ça, là? Les dirigeants. Pardon? Les dirigeants. C'est-à-dire? D'accord. Donc l'idée était de faire le plus de marge possible sur la vente de la voiture, quoi. Juste, fallait qu'elle passe juste au contrôle et qu'elle soit propre, quoi. Après. D'accord. Asseyez-vous, monsieur. Madame, si vous voulez bien venir également à votre tour. Est-ce qu'effectivement, vous aviez des salariés que vous payiez en espèces ou en chèque client, voire en remettant des véhicules? Alors, sur la liste des personnes que vous avez nommées, que j'aurais embauchées, il y en a beaucoup que j'ai vues qu'une fois. Donc finalement, dans la liste retenue par le parquet et le juge d'instruction, vous avez employé qui? Donc Adèle, voilà. C'est bon. Vous l'avez employé sans le déclarer, on est d'accord? Oui, sur une courte période, oui. Magali. Donc elle est venue faire un stage, effectivement, au garage. Donc elle n'a pas été déclarée non plus. D'accord. Ça a duré combien de temps? Je crois aux alentours d'un mois à peu près. Quelque chose comme ça, 15 jours, un mois aussi. Ensuite, Sarah... Donc ça, c'était ma belle-sœur qui vivait chez nous. Donc elle était régulièrement dans le garage avec nous, soit parce qu'elle venait faire de l'internet, soit parce qu'elle a passé de temps en temps des coups d'aspirateur dans les véhicules. Oui, alors il semblerait effectivement que les uns et les autres disent qu'elle donnait un coup de main pour nettoyer les voitures. Voilà. D'accord. Et donc votre belle-mère? Ma belle-mère venait rendre visite à sa fille pendant les vacances et effectivement, elle était avec nous très régulièrement au garage puisqu'on passait nos journées entières soit au garage, soit il lui arrivait de répondre au téléphone quand nous on n'était pas là. Oui. Et puis sinon, c'est comme Sarah, elle a donné quelques coups de main pour nettoyer des véhicules. D'accord. Sur la déclaration de résultats de l'entreprise, ça se passait comment ça? Alors on avait un comptable donc, qui était basé sur Quimper qui nous a fait les plus grosses écritures comptables. Oui. Mais il les faisait selon les documents que je lui ai envoyés. Oui. Et il n'avait pas la totalité D'accord, donc lui, le comptable, il reçoit les factures ou les autres éléments que vous lui envoyez, il fait ce qu'il a à faire avec ça. Et vous n'envoyez pas tout, pourquoi? Parce que vous vouliez masquer une partie du résultat? Non, pas parce que je voulais masquer, mais parce que même avec ma formation, même avec mon bac compta, c'est vrai qu'il y a des choses qui me passaient je sais pas ce qu'on apprend en bac comptabilité, mais peut-être qu'on apprend qu'il faut envoyer toutes les factures au comptable. Oui.
Alors pourquoi vous n'envoyez pas toutes les factures? C'est pas au niveau des factures que je disais que j'envoyais pas, mais il y a des factures de fourniture de pièces ou des choses comme ça, c'est vrai qu'ils sont restés à part. Oui. Mais ça, c'est plus de la négligence que Enfin, c'est que de la quelque chose négligence de qui, sur un volontaire. exercice, d'après les gendarmes, avoisine les 100 000 euros d'écart, quoi. Entre ce qui arrive sur les comptes et ce qui est finalement retenu dans le chiffre d'affaires. Ouais. Vous contestez pas non plus que l'argent, il arrivait, enfin les ventes et les factures, elles arrivaient sur un compte, alors c'était pas très clairement dit, enfin Non, c'était parce qu'en fait, à la base, c'était même clairement votre compte. quand on a créé la société, donc on a associé de fait avec Oui. on s'est rendu dans plusieurs établissements bancaires pour ouvrir un compte professionnel Oui. et on a eu beaucoup de rejets par rapport au fait qu'on avait des soucis bancaires et par rapport au cabis qu'on avait où il était inscrit la mention que était radié. Oui. Il fallait que je repasse à la Chambre des commerces pour passer toute seule en tant que gérante de la société. Oui. C'est donc ce que j'ai fait et avec le nouveau cabis, la banque a bien voulu m'ouvrir le compte professionnel. Alors cela étant, sur ce compte professionnel, on vit aussi dessus, quoi. Oui. Bon, alors tout ça se termine pas très bien, puisque la société fait faillite. Cette faillite, elle est un petit peu étrange. Vous parlez des achats que j'ai effectués juste avant la Je parle des liquidation. 17 voitures qui étaient dans le parc au moment de la liquidation et qui se sont retrouvées dans le local loué par votre belle-mère, gérante de droit d'une nouvelle société. C'est vrai qu'à l'ouverture, ma belle-mère nous a aidés financièrement pour nous lancer un petit peu dans la société. Oui. Et donc quand j'ai vu que la société allait fermer, pour pouvoir la rembourser, je lui ai cédé plusieurs véhicules à la société. Enfin, vous lui avez cédé, on n'en est plus là, mais vous avez cédé à une société dont elle était gérante. Oui. À titre gratuit. Oui. Ça s'appelle une banqueroute par dissipation d'actifs, mais les autres créanciers. Alors je sais que c'est pas grand-chose par rapport à ce geste-là, mais j'ai eu d'autres véhicules qui ont été restitués justement à des créanciers par rapport au fait qu'on ne les avait pas régularisés. Oui. Et sinon, les autres, effectivement... Bien, asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Monsieur, si vous voulez bien. Alors, les compteurs. Les compteurs, moi, je vais revenir là-dessus. Ma position va rester la même. Comme je l'ai dit, j'ai toléré. Tout à l'heure, on a parlé de responsabilité de patron. Malheureusement, là, on met en avant... Vous avez toléré, c'est ça que vous avez dit. Voilà, j'ai toléré. Ouais, j'ai toléré. Ça a été fait, vous tolérez, vous êtes quand même dans le garage, vous dites j'avais une certaine présence. C'est quand même monsieur qui fait la manipulation sur les compteurs. C'est votre femme qui le met sur le livre de police. Mais je ne vais pas contester le fait qu'il y avait un intérêt, que ce soit pour nous tous dans cette histoire. La question, c'est est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous avez décidé ça avec les autres? Voire est-ce que c'est vous qui avez décidé? Il n'y a pas eu d'initiative de ma part au niveau des compteurs. Donc, c'était juste parce que ça vous arrangeait? Non, si on parle du départ, ça nous a tous arrangé à un moment donné, financièrement parlant. Mais surtout, je pense que c'était pour la vie du garage dans un premier temps. Je ne pense pas que ce soit financier. Pour la vie du garage, c'est pas financier, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je pense que le mauvais, ironiquement, le fait qu'il y ait des voitures qui se vendent, ça donne un confort de vie au garage. Après, oui, enfin, monsieur, excusez-moi, mais quand vous dites un confort de vie au garage, vu que les chèques ils sont encaissés sur votre compte directement, je suis d'accord avec vous, mais par rapport aux chèques qui sont encaissés sur mon compte, à ce moment-là, on n'avait pas de compte professionnel. J'entends bien, mais par ailleurs, c'est pas la vie du garage, c'est votre vie, puisque votre compagne dit que les dépenses de la famille, etc., c'est pris sur le compte, quoi. C'est vrai que ça fait partie encore des mauvaises décisions, et puis je pense que... C'est même un délit, en fait, qui vous est pas reproché. Malheureusement, oui, mais je veux dire que ça fait partie encore des mauvaises expériences ou des mauvais faits qu'on n'aurait pas dû faire. Sur les histoires de banqueroute, pour en finir. Alors, pour faire simple, pas de comptabilité, ça, c'est difficilement contestable. Le fait que les voitures, on en achète pour 45 000 € au mois de mars 2007, sachant qu'on dépose le bilan fin mars, et que 3 jours après, toutes les voitures se retrouvent dans le local loué par votre mère. Oui. Comment vous expliquez ça? Là, ça fait encore partie des mauvaises décisions, sachant aussi que c'est vrai qu'on était dans une période, comme c'était la fin, il restait vraiment que des épaves sur ce parc-là. Oh non, parce qu'il y en a quand même pour 45 000 €. Oui, mais celles qui partent. Dans les 17, vous regarderez, vous avez quoi, 5-6 voitures qui ont de la valeur. Oui. Et le reste. Et alors pourquoi elles ne restent pas sur place, elles? Ces véhicules-là, oui. Ils sont partis à
Automobile, et je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'était une période où on n'a pris que des mauvaises décisions. On était dans du mal et on a fait du mal. Alors sur cette période-là, donc, il y a une fameuse écoute téléphonique qui est relevée plusieurs fois dans la procédure, c'est la D466. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur ce passage. Votre mère semble parler donc avec votre sœur des difficultés. Votre mère dit « Bon, écoute, de toute façon, on en parlera de ça demain. De toute manière, je vais te dire des choses. Il ne sait pas gérer parce qu'il y a beaucoup de dettes. » Votre sœur dit « Attends, il y a un mec qui est venu, il a noté tout ce qu'il y avait dans le garage. » Votre mère, c'est pas bon, ça. Un peu plus loin, votre mère. Ouais, comme ça, bon... S'il fait les papiers, il n'a qu'à les mettre à mon nom, quoi. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Moi, ça m'est égal, s'il leur permet de travailler. Voilà, c'est un huissier, il est passé, bon, bah, ça arrive des fois. Je pense que c'est une réaction de mère. Je pense pas que là-dessus, on était dans une dynamique de mal. Elle a tout ce qu'elle voulait. Ma mère, en fait, elle voit son fils avec... Je dis pas, monsieur, que c'est pas peut-être une réaction de mère, j'en sais rien. Le tribunal appréciera cette question-là. La question, monsieur, elle est simple. Est-ce que vous avez les voitures, vous les avez achetées pour ensuite les déménager dans le garage au nom de votre mère, en mettant tout au nom de votre mère pour détourner des actifs, voire pour gonfler les actifs avant de les détourner? Je pense pas qu'on était apte ça, de manière pleinement consciente par rapport à votre mère. Je pense pas qu'on était apte à réfléchir à tout ça. Ça a été fait, c'est clair, mais dire qu'on a gonflé les actifs ou ce que vous avez dit, je pense pas qu'on était apte à calculer tout ça. Un peu plus loin, votre sœur, bah franchement, tu vois l'état du garage, t'hallucines. Votre mère, pourquoi? Votre sœur, le sol il est noir, il y a de l'huile partout, rien n'est à sa place, le bureau il est crade, c'est grave. Mais moi j'ai dit, ouais, ma mère elle part une semaine, voilà l'état du bureau, voilà l'état du garage. Je fais, ouais, ma mère, c'est pas la bonne non plus, c'est pas la femme de ménage, C'est quoi? Alors c'est cette fameuse conversation qui dit, ma mère elle part une semaine et voilà l'état du bureau. D'accord. Dans l'absolu, j'aurais du mal à répondre. Je sais que ma mère était présente au garage. J'ai vu dans les dossiers qu'elle a répondu au téléphone, qu'elle a discuté avec un des baluers, enfin bref. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne pourrais pas vous dire plus. Maintenant, je sais qu'elle était présente. Je n'ai pas quantifié les jours qu'elle est venue. D'accord. Bien, merci monsieur. J'aimerais juste ajouter, c'est pas accessoire, c'est important, mais je pense pas que ce soit le moment venu, à part si vous jugez que ça sera pas. Dites-moi, vous avez à me dire. Finalement, juste pour clore pour moi, c'est juste que cette histoire, pour ma part, tout ce qui était justice, c'était terminé pour moi. Oui. Maintenant, j'ai, entre guillemets, cette histoire, et tout ce qu'elle a fait, c'est réveiller mon nom et me mettre des délits sur la tête. Malgré qu'à la base de toute cette histoire-là, on était tous d'accord d'avoir tous un rôle. D'accord, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Et enfin, madame, si vous voulez bien venir à la barre. On leur parlera de la sécurité à un moment donné. C'est pas poursuivre. Ou alors je pose la question. Si tu veux. Madame, donc, en ce qui vous concerne, le juge d'instruction a considéré au terme de son ordonnance de renvoi que vous aviez reconnu avoir aidé votre fils dans le fonctionnement de son activité, mais d'après ce que vous lui avez dit, bénévolement, et au total 5 jours. Et que par ailleurs, vous aviez reçu 17 véhicules dans une société que vous aviez créée en remboursement d'une dette, dont on ne sait pas grand-chose, mais que vous allez nous expliciter. Alors, donc vous êtes poursuivi sous ce double aspect, sous l'aspect du travail dissimulé et puis de la banqueroute, enfin du recel de banqueroute. Alors on va peut-être venir à ce qui est le plus simple à expliquer, à savoir le recel de banqueroute et la réception des 17 voitures. Mais justement, parce que mon fils, comme il avait fait des bêtises étant jeune, oui. Donc je pensais que maintenant qu'il y avait ça là, je me suis dit, il faudrait que tu me rembourses. Et c'est comme ça que c'est parti, les 17 voitures pour moi. Et en même temps, je voulais aider mon fils. Cette dette, madame, vous dites, c'est pas du tout l'histoire de l'apport dans la société au début. Vous dites qu'il fallait qu'il me rembourse les frais d'avocat de quand il était mineur. Oui, c'était ça. Ça valait 17 voitures, ça. Attendez, c'était pas des voitures toutes neuves. Non, il y en a quand même pour 45 000 €. Peut-être beaucoup de frais d'avocat, mais... Oui, mais moi, ce que je voulais, c'est aider mon fils. Oui, donc comment vous expliquez que votre fils, justement, et votre belle-fille disent les 17 voitures, c'était pour rembourser les apports dans la société. Vous dites c'est pour me rembourser moi des frais d'avocat que j'ai avancés quand il était mineur. Ce qui déjà en soi est un petit peu étrange comme démarche. Pour moi, c'est ça. Pour vous, c'est ça. Pour moi, c'est ça. D'accord. Et puis, pourquoi il y a besoin de créer une société pour faire ça?
Pourquoi il y a besoin de créer une société? Je me suis dit... Il vous donne 17 voitures, il vous donne 17 voitures. Pourquoi il y a besoin de créer une société? Comme toute maman, moi, je voulais aider mon fils. Moi, mon but, c'était ça. Non, mais aider à faire quoi? Je croyais que les voitures, c'était pour rembourser une dette. Oui, rembourser la dette, effectivement. Oui. Et on démarrait une autre activité en les aidant quand même. D'accord. Aider alors, quand même. On va noter ça au procès verbal, Madame la greffière. On démarrait une nouvelle activité en les aidant quand même. Alors, on, c'est qui? On démarrait une nouvelle activité. Moi, déjà... on, en général, c'est quand c'est moi, c'est je. Et sinon, on, c'est nous. Moi, et puis avec... D'accord. Donc, on va le noter, ça, Madame la greffière? Que c'était une nouvelle activité de vous, votre fils et votre belle-fille. Non, j'ai dit moi. C'est moi. Vous venez de dire l'inverse, Madame. Hein? Non, c'est moi. Alors, on va rajouter que maintenant, Madame dit que c'est elle, mais on a bien entendu que vous venez de dire l'inverse, malgré tout. Est-ce que dans les discussions qu'il y a entre vous, il se pose la question de dire c'est quand même un peu embêtant, on vient de déposer le bilan, les voitures on les a achetées il y a 15 jours, elles sont quand même dans les comptes de la société, les déménager, les mettre dans une nouvelle société sans faire de facture, sans rien faire, alors qu'on est en liquidation, c'est quand même un peu... Ça va peut-être poser un problème. Mais honnêtement, je ne savais pas qu'ils avaient de gros problèmes et qu'ils allaient faire banqueroute. Ah oui. Je ne savais pas. Non. Oui, l'huissier, vous êtes au courant? L'huissier, oui, parce que j'étais là et Parce que donc vous êtes un peu au courant qu'ils ont des problèmes alors? L'huissier, tout le monde a l'huissier, même moi j'ai l'huissier chez moi. Vous êtes au courant qu'il y a un huissier, vous dites, je cite, cette semaine ça a été un vrai merdier ici comme il n'y en a pas. Dans le mois qui suit, on achète 45 000 € de véhicules. Les 2 jours qui suivent l'ouverture de la liquidation, on les met chez vous pour qu'on puisse commencer une nouvelle activité. Tout ça mis bout à bout avec, il n'y a qu'à faire les papiers, il n'y a qu'à les mettre à mon nom, quoi. Voilà, c'est tout, ça m'est égal, comme ça il pourra travailler. Ça donne un peu l'impression d'une banqueroute, voire d'une banqueroute un peu organisée. Non, peut-être ce qu'il y a dans le dossier, mais moi je ne savais pas. Oui, c'est ça le problème, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. D'accord. Non. Bien. Vous pouvez vous asseoir, madame. Le tribunal a une question complémentaire. Monsieur, si vous voulez bien. La question, c'est quand vous mettez des plaquettes de frein qui sont usagées pour des plaquettes neuves. La question, c'est quand vous changez le compteur ou quand vous mettez un moteur comme ceci ou pas comme cela. Les gens, quand ils roulent dans leur voiture, s'ils appuient sur la pédale frein, ça freine ou ça freine pas? Dans le cas où vous dites j'ai pas connu de cas où moi j'ai mis des plaquettes usagées à la place d'autres usagers. Ils ont toujours été neuves. D'accord. Voilà. C'est pas exactement ce qu'a indiqué votre associé. Voilà, mon associé, justement, c'est ça que je dis tout à l'heure. Quand il parle qu'il y a des pièces d'occasion qui sont mises et d'un autre côté, on a des dettes d'un fournisseur de pièces automobiles qui sont élevées, c'est là que justement qu'il y a une maldonne. Enfin, vous avez quand même indiqué tout à l'heure que vous tolériez un certain nombre de choses. J'ai dit que je tolérais la pratique des compteurs. Voilà ce que j'ai dit. Ça pouvait sauver la vie de l'entreprise. Ça améliorait la vie de l'entreprise. Maintenant, et pour les gens qui roulaient dans la voiture, vous pensez que ça a amélioré leur sécurité? Pas du tout. Justement, là, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de victimes. Là, j'en suis plus que... Vous croyez ça vaut ce que ça vaut, mais je suis plus triste que ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi-même, je deviens client. Je suis client d'un garage en termes d'entretien. Et c'est vrai que je ne voudrais pas que, justement, ce garage-là fasse ce qui a été fait sur la voiture. Donc, il y a eu une prise de conscience. Mais je sais aussi que quand monsieur dit... il y a des pièces d'occasion, j'ai du mal, à part si lui prenait sa propre décision, j'ai du mal à croire qu'il les mettait quand même. Et quel est l'intérêt de monsieur de dire que des discusés sont... Je comprends pas pourquoi maintenant, je pense que... C'est pas tellement dans son intérêt. Non, c'est pas... Non, mais justement, en disant ça, non, c'est pas du tout dans son intérêt, dans le sens où il n'est pas responsable de... Il peut se dire, sachant qu'il n'y a pas de papier à son nom, on peut dire ça. Maintenant, le seul intérêt, il a aucune responsabilité sur ses épaules. Que ce soit bien ou mal, finalement. C'était pas le sens de la question du tribunal, mais peu importe. Peu importe. Moi, je sais que malheureusement, par rapport aux clients qui ont été victimes, on va dire, de ces manipulations, c'est vrai que là, je suis désolé pour eux. De toute façon, il y aura des retours, hein, ça c'est sûr et certain. Je suis là je suis peut-être le premier à prendre face dans tout ça. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas eu d'accident. Heureusement, ouais, heureusement. Là, je sais que déjà, où on en est, la prise de conscience, elle est énorme et c'est grave. Et je sais que des excuses ne suffiront pas, mais je sais que derrière ça, il y aura certainement
des dommages et intérêts, c'est sûr, mais je n'ai pas trouvé d'excuses. Est-ce qu'il y a des questions de la part de la défense à poser aux uns ou aux autres? J'ai quelques questions, monsieur. Oui. Monsieur, vous pouvez vous asseoir, monsieur, si vous voulez bien revenir à la barre, s'il vous plaît. Quand on vend une voiture, on est obligé de la passer au contrôle technique. Si la voiture passe après la visite ou la contre-visite, ça veut dire qu'elle est en état de rouler et qu'elle est en état de circuler. Pas toujours. Alors expliquez-moi pourquoi. Un contrôleur technique, c'est pas un mécanicien. Ouais. Il contrôle, donc il n'a pas le droit au démontage. Donc il regarde si tout va bien et... D'accord. Est-ce qu'il regarde les conditions de sécurité de la voiture? Il les contrôle après. Il les contrôle. Donc en principe, une voiture qui sort du contrôle technique doit avoir les conditions de sécurité classiques. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y avait des clients contents? Oui. Oui. Ouais. Parce que j'ai l'impression, depuis qu'on se parle de dossier, qu'il n'y avait que des voitures en sale état qui étaient vendues. Il y a des clients contents? Monsieur, ça vous dit quelque chose? Non, pas de mémoire. C'est la cote D180. Jean-François, j'en prends une parmi d'autres. Hein. Quel était l'état général du véhicule? Elle était en très bon état, c'était une voiture très bien entretenue. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? C'est une voiture qui avait 60 000 km et qui avait plus de 10 ans. Elle était en bon état. C'est une voiture qui n'avait pas beaucoup roulé. Hein. Voilà, c'est une voiture qui a été vendue dans des conditions légales, sans qu'il y ait de difficultés dessus. On est bien d'accord. Je vous remercie. Plus d'autres questions? Pas d'autres questions. Est-ce que les parties civiles ont des questions à poser aux prévenus? Monsieur le Président, j'ai une question. Oui. J'aurais voulu savoir Madame, si vous voulez bien venir à la barre. ce que sont devenus les 17 véhicules qui étaient donc stationnés sur son garage. Vous comprenez l'intérêt de la partie civile, évidemment, à poser ce genre de questions, Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question, madame? Je ne sais pas. Je voudrais que vous répondiez au tribunal pour qu'on vous entende. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. De toute façon, l'argent qu'eux, ils me doivent, ils ne pourront jamais me rembourser, donc... Bah, ils vous ont déjà beaucoup remboursé. Vous devez 5 000, ils vous donnent 45 000. Non? Et madame, c'est peut-être à ce moment-là où sont les 17 véhicules? Madame, si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Il y a eu beaucoup d'épaves qui sont parties chez un ferrailleur et le reste a été... C'était des mauvais achats, hein, parce que 45 000 € pour acheter 17 épaves... si on avait fait que des bons achats, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est parti chez un ferrailleur? Il y en a beaucoup, oui. Le ferrailleur, il vous donne de l'argent en échange? Le poids de la ferraille. Le poids de la ferraille. Ça nous donne quoi sur 17 voitures? Vous savez, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là, mais... Mais c'est pas un débat, c'est une question, monsieur. Il faut que vous vous leviez, que vous vous approchiez, monsieur. Ce que je voudrais dire, c'est que quand ma mère a dit je sais pas, c'est surtout que, bon là, malgré que je sais que vous en fichez, mais la semaine dernière, on a perdu des gens très chers. Bon là, elle en a marre. Non, monsieur, la question, excusez-moi, mais à ce stade-là, la question, elle est très simple. Combien avez-vous touché pour les voitures? Mais là, je tiens juste à dire que ma mère, vous aurez beau lui poser des questions, elle ne répondra pas. Parce que là-dessus, elle est dans l'impossibilité. D'accord, donc la valeur des voitures à la ferraille, c'est à votre mère que vous l'avez donnée? Ça, et la différence des véhicules qui restaient sur ce parc-là, et ben, la vente qui a été réalisée, et ben, c'est ma mère qui a eu ce qu'on lui devait, ça a été remboursé. Et on peut savoir combien vous lui deviez? Grosso modo, je sais pas, moi, entre 10 et 15 000 €, voilà. D'accord, donc peut-être que les voitures achetées 45 000, elles ont été revendues au poids de la ferraille pour 15 000 donnés à madame. Non, vous avez mal compris. Oui. Disons que je me suis mal exprimé. Je vous dis qu'il y a une partie des véhicules qui sont partis et qui étaient des épaves, donc forcément à la ferraille. L'autre partie qui a été vendue des véhicules, c'est ma mère qui a la dette, elle a été épurée vis-à-vis de ma mère, et sachant qu'il y a une partie encore des autres dettes qu'on a payé d'autres créanciers. Malheureusement, tout le monde n'a pas été payé. Ça, j'en suis conscient, oui. Mais ça, de toute façon... En même temps, c'est pas à vous de jouer le liquidateur, hein, donc normalement, c'est pas à vous de choisir qui on rembourse. Ça, je suis d'accord avec vous. Nous, on pensait bien faire quand on allait rendre les voitures. C'est ce que j'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai pas choisi la bonne personne à rembourser en premier. D'accord, enfin bon, on va pas rentrer plus avant dans le débat, le tribunal appréciera. Tout le monde, on n'est pas obligé de créer une société pour déplacer les voitures avant, ça c'est un autre problème. D'autres questions des parties civiles? Non, Monsieur le Président. Pas d'autres questions des parties civiles? Alors, asseyez-vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, et on va essayer de faire le point maintenant pour examiner les demandes des parties civiles. Alors, la SCP Després, qualité de mandataire judiciaire, qui donc a donné des conclusions. Donc, au terme de ce courrier sur le préjudice subi, il apparaît, au vu de l'enquête, que 17 véhicules ont été détournés, mais qui peuvent être évalués à 5 000 € chacun, soit au préjudice global de 85 000 €. Donc, elle demande 85 000 €. Voilà. Donc ensuite, en personne, nous avons mademoiselle Goutal qui était présente tout à l'heure, si vous voulez bien approcher, s'il vous plaît.
voilà, août 2006. Vous l'avez acheté 3 900 €. Enfin, je l'ai payé 3 000 €. D'accord. J'avais eu 150 € de remise et on m'avait repris mon ancienne voiture 750 €. D'accord, donc vous avez, Je l'ai payé vraiment le prix de vente c'est 3 900 et vous avez dû apporter 3 000. C'est ça? Oui. D'accord. Cette voiture, donc le garage des prévenus ou de certains d'entre eux l'avait acheté 1 000 €. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette transaction? La voiture m'a duré 1 an, oui. Donc j'ai fait un crédit pour acheter une voiture et l'année d'après il fallait que j'en rachète une autre. Je l'avais achetée à 96 000 km au compteur. Une Volkswagen Polo verte. Et elle en avait, je crois, 276 000. Oui. Elle en avait, en vrai. Voilà. Est-ce que vous entendez former une demande aujourd'hui, demander de l'argent en réparation de... Oui, j'ai fait un courrier déjà. Oui. Alors vous dites, l'achat de la voiture, 3 000 €. Voilà. Les frais de changement de voiture, carte grise, plaque, 200 €. Facture d'entretien, 1 350 €. Ouais. Comment vous expliquez? Parce qu'au début, je croyais qu'elle avait 90 000 km, donc j'essayais de bien l'entretenir. D'accord. Changer les pneus, des choses comme ça. Préjudice moral, 1 500 €. Donc vous demandez au total 7 700 €. C'est ça? Oui. D'accord. Merci, mademoiselle. Asseyez-vous. Ensuite, en personne, monsieur Bruno Frémont. Alors, monsieur, sauf erreur, vous n'avez pas envoyé de courrier. J'ai retourné l'avis de... Voilà, tout à fait. Et alors, je vais essayer de retrouver votre nom dans le listing de la même manière. Peut-être vous pouvez m'éclairer. C'était un garage. Et j'avais donc acheté une trentaine de voitures d'occasion. Oui. Et un jour, j'ai eu la désagréable surprise de venir trois gendarmes le matin avec les menottes me chercher un lundi matin. Oui. Parce qu'un de mes clients avait acheté une voiture qui m'avait été vendue pour 120 000 km. Et en fin de compte, c'est une voiture qui avait 248 000. Oui. Et voilà comment c'est parti. Et de là, j'ai eu la gendarmerie, j'ai eu droit à tous les contrôles, l'URSSAF, les impôts, la police des frontières de Saint-Malo. Enfin, j'ai eu la totale, quoi. Oui. Et puis aujourd'hui, la renommée, on a pris un coup sur Saint-Malo parce que ça fait vite le tour. D'accord. Alors, vous chiffrez votre préjudice, monsieur? À 10 000 €. Au titre du préjudice moral? Tout à fait. D'accord. J'estime que quand on vend du matériel, surtout quand on est capable de vendre 30 véhicules à un même négociant, il faut quand même rester correct avec les gens. Surtout que moi, les véhicules, je les paye en temps en heure. D'accord. Une question peut-être, monsieur le Président, à monsieur le parti civil. Vous avez dit que vous avez acheté 30 véhicules à Auto. Tout à fait. Il y en a un sur lequel il y a eu un problème. Parce que peut-être que certains clients ont eu la chance de passer au travers les kilométrages. Ou alors peut-être qu'il n'y avait pas de problème sur les autres voitures. Ouais, enfin bon, quand vous dites passer au travers, vous voulez dire pas s'en rendre compte? Ne pas s'en rendre compte. D'accord. Donc vous demandez, monsieur, 10 000 € à l'encontre de l'ensemble des prévenus. Tout à fait. D'accord. Autre chose à ajouter, monsieur? Rien à ajouter. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Bien. Dans l'ordre que vous voulez pour les parties civiles représentées. Oui, merci. Je suis pour madame qui a acheté, elle aussi, un véhicule plutôt sur la fin de la période de prévention. On est en mars. Elle va rencontrer un cas de figure un peu particulier puisqu'elle va être percutée par un autre véhicule quelques temps après. Et je ne vous cache pas que les disques de frein meulés et les compteurs falsifiés, les courroies de distribution anciennes, ça n'a pas échappé à l'expert de la compagnie d'assurance du tiers impliqué et qu'évidemment, on lui en a pas fait cadeau. Au total, sur ce véhicule, elle a eu une grosse moins-value alors qu'elle a été percutée très peu de temps après. Un véhicule qu'elle avait acheté 4 000 €, elle a été remboursée 1 500 €. Moi, je vous demande 2 500 €. Je ne vous demanderai rien sur l'article 475.1, j'ai déposé l'aide juridictionnelle. Je précise simplement à votre juridiction que madame, à l'époque des faits, avait un époux malade hospitalisé au centre Eugène Marquis et que ça lui a été particulièrement pénible, évidemment, elle stationnait à Saint-Jacques-de-la-Lande, de ne pas, évidemment, pouvoir assez facilement se rendre à Eugène Marquis, visiter son époux. Voilà les observations que j'avais à faire pour elle. Le tribunal vous remercie, maître. Bien, monsieur le procureur, vous avez donc la parole pour vos réquisitions. Oui, le tribunal n'a manqué de remarquer dans ce dossier la volatilité des déclarations des prévenus, car vous en avez eu un exemple parfait lorsque vous avez entendu madame qui a, en 30 secondes, fait passer le « on » en jeu pour expliquer que finalement, non, elle n'avait absolument pas l'intention de remonter pour le compte de son fils et de sa belle-fille un garage, et qu'en fait, c'était simplement quelque chose de personnel. Vous avez manqué de noter les contradictions en
entre Madame et sa belle-mère en ce qui concerne l'origine de la dette qui aurait sous-tendu la transmission des 17 véhicules achetés au mois de mars 2007. Pour Madame, une dette liée à la création de l'entreprise. Pour Madame, une dette liée aux bêtises de la minorité de son fils. Dette, frais d'avocat. Pourquoi pas, tant qu'on y est, les couches culottes qu'elle avait pu acheter à son profit alors qu'il était bébé, etc., etc. Pourquoi pas se faire rembourser la nourriture qu'on lui a fournie alors qu'il était mineur. Je crois qu'il faut rester réaliste. Et les déclarations, de même sur ce plan-là, sont totalement fantaisistes et très évolutives, comme vous l'avez noté à l'audience. Seul élément intéressant à l'audience aujourd'hui, c'est finalement des déclarations presque spontanées de monsieur à la fin de son interrogatoire par vous, Monsieur le Président, lorsqu'il a dit « Dans cette histoire, nous étions tous d'accord ». Ils étaient tous d'accord dans cette histoire, car ils y avaient tous intérêt. Ils vivaient sur la bête. Et nous sommes indépendamment des qualifications qui ont été retenues par le magistrat instructeur et le parquet à l'origine. Non pas en présence d'escroqueries, de banqueroute, etc., qui sont constituées, certes, mais d'une organisation préméditée qui est en fait une tromperie organisée liée à une fraude fiscale elle-même organisée. Certes, la tromperie n'est pas visée, elle est incluse de fait dans les qualifications d'escroquerie, de faux et usage de faux, tout au moins certains des faux et usages de faux, et en ce qui concerne la fraude fiscale, elle n'est pas poursuivie comme telle, néanmoins elle transparaît des éléments objectifs du dossier et elle transparaît aussi des infractions au Code du travail. Je demanderai au tribunal de condamner monsieur à une peine de 2 ans d'emprisonnement non assortie d'un sursis. Je demanderai en outre au tribunal, pour éviter qu'à l'avenir il soit tenté de procéder de la même façon, à prononcer à son encontre la faillite personnelle pour une période de 15 ans. Je demanderai à l'encontre de Madame une peine de 18 mois d'emprisonnement, pouvant être assortie du sursis, mais assortie également d'une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, sur le fondement de sa condamnation du chef de banqueroute. Monsieur, je demanderai sa condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation en particulier d'indemniser les parties civiles que vous déclarerez recevables. En ce qui concerne Madame, je demanderai sa condamnation à titre de peine d'avertissement à une peine d'1 année d'emprisonnement pouvant être assortie d'un sursis simple. Néanmoins, je demanderai au tribunal de la condamner à titre de peine complémentaire à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour éviter qu'elle ait la tentation de remonter quelques entreprises et d'utiliser des membres de sa famille pour créer des opérations préjudiciables à autrui. Le tribunal vous remercie, monsieur le procureur. La parole est à la défense dans l'ordre que vous souhaitez. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, j'interviens donc pour Madame aujourd'hui devant votre juridiction. Et c'est vrai que ma position est un petit peu singulière puisque je suis le seul à plaider la relaxe, c'est-à-dire à demander au tribunal de déclarer Madame non coupable des 2 infractions qui sont visées à la prévention. Alors, je ne sais pas si Monsieur le procureur de la République nourrit secrètement l'ambition d'être inspecteur des impôts ou si c'est une profession qu'il a exercée dans une autre vie. En tout cas, j'ai bien noté qu'il avait déployé une énergie folle, nous démontrer qu'il y avait une fraude fiscale dans ce dossier, ce qui n'est pas visé par la prévention. En tout cas, il a tenté de démontrer que toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur le banc des prévenus sont des personnes qui étaient motivées par l'appât du gain, l'appât du lucre. Vous voulez se faire de l'argent, vous voulez se faire de l'argent sur le dos de pauvres gens. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision-là du dossier si on la ramène à ma cliente. Ce qu'on reproche finalement à ma cliente, c'est d'avoir passé 2 coups de fil et 2 coups d'aspirateur. Et on voudrait l'envoyer 1 an en prison avec peut-être une partie assortie du sursis. Mais attendez, mais si à ce moment-là, toutes les personnes qui s'entraident au sein d'une même famille doivent faire des déclarations à l'URSSAF pour se faire reconnaître le statut de travailleur indépendant, mais attendez, il va falloir embaucher, doubler les effectifs de l'URSSAF, parce que l'entraide familiale, encore heureusement, ça existe encore. C'est une infraction qui n'a aucun sens, qui n'a vraiment aucune utilité d'être reprochée aujourd'hui à Madame. Je ne vois pas l'intérêt pédagogique, je ne vois pas l'intérêt au sens
même de l'intérêt de la société, que de voir cette femme se voir condamnée sur ce fondement-là, qui, à mon avis, n'a aucun support légal. Aucun support légal. Alors, sur ce point-là, je demanderai au tribunal de la relaxer, purement et simplement, des fins de la poursuite. Sur l'infraction de recel de banqueroute, là aussi, j'entends bien qu'il est séduisant de voir derrière madame une personne à pro-gain. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu le malheur d'indiquer qu'effectivement, si elle avait été le destinataire de ces voitures ou de quelques virements, c'est parce qu'on lui devait de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que tout simplement, elle a voulu aider du mieux qu'elle a pu en faisant une bêtise, mais encore une fois, une bêtise, un acte matériel qui, pris isolément, sans la preuve de l'élément moral, ne vous permettra pas à votre tribunal d'entrer en voie de condamnation. Parce que je regrette infiniment, encore une fois, je ne suis pas persuadé, en tout cas je ne pense pas que le tribunal ait la preuve certaine, indubitable, qu'elle avait conscience qu'elle agissait contre la loi, qu'elle avait conscience qu'elle violait la loi pénale en voulant rendre service à son fils et, je ne le nie pas, au passage, se faire rembourser une partie de ce qu'on lui devait. Alors, monsieur le procureur, vous êtes autorisé à plaider quand même assez longuement à côté du dossier, en tout cas sur des infractions qui ne sont pas visées à la prévention. Je me permettrai de terminer en donnant quelques éléments sur madame. Pour la petite histoire, elle a enterré sa sœur la semaine dernière, qui est décédée d'une longue maladie, et sur cette entrefaite, son neveu, qui est âgé de 37 ans, qui n'a pas supporté le décès de sa mère, s'est suicidé. Alors c'est vrai, excusez-la aujourd'hui de ne pas avoir été dans sa meilleure forme, mais effectivement, il y a aussi la vie au-delà de ce tribunal, la vie qui est importante et qui apporte son lot de blessures. Alors encore une fois, je suis désolé, cette femme ne mérite pas d'être condamnée et je demanderai à votre tribunal de la relaxer des fins de la poursuite. Le tribunal vous remercie, maître. Et maître, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je repose mes notes avant de débuter, monsieur le président, mesdames, messieurs, parce que cette audience a amené son lot d'erreurs, d'approximations. Et j'aimerais remettre au point certaines choses. Tout d'abord, j'ai relu l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et je ne crois pas avoir lu la même que tout le monde. J'entends, pour reprendre les mots exacts de monsieur le procureur de la République, précisément, indépendamment des qualifications pénales retenues, on met à part les qualifications pénales pour lesquelles ils comparaissent aujourd'hui, ils ont commis l'infraction d'organisation, c'est une organisation préméditée, d'une tromperie pré-organisée, avec un objectif de fraude fiscale pas poursuivi comme tel. Eh bien, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. On est devant une juridiction pénale, il y a une ordonnance de renvoi dans le tribunal correctionnel qui vise un certain nombre d'infractions. Ces infractions, ce sont celles que vont juger. Monsieur le procureur de la République vous a dit il y a une fraude fiscale, c'est clair et net. Mais que diantre ne l'a-t-il pas requis ? Pourquoi on n'a pas des réquisitions de mise en examen de ces deux-là pour fraude fiscale ? Et pourquoi on n'a pas la qualification de récidive ? Parce qu'aujourd'hui, non seulement j'ai la fraude fiscale et la totale, mais en plus on me dit récidive. Ce dossier, j'ai l'impression qu'il a gonflé au fur et à mesure de la procédure. En général, ils ont tendance à se rapetisser. Et celui-ci, il a gonflé. Et celui-ci, il a gonflé parce que les gendarmes, à mon avis, qui ont débuté cette enquête, se sont dit on est sur une grosse histoire. Effectivement. 1 an et demi d'enquête. Surveillance des locaux. Écoute téléphonique. Bon sang, mais nous avons affaire à des grands criminels. De quoi parle-t-on ? On nous dit la société était une énorme société. Moi, je n'ai pas entendu une seule fois au cours de cette audience quel était le statut juridique. Eh bien, je prends le RCS. Et on a affaire à quoi ? On a affaire à des entrepreneurs individuels. L'un et l'autre, quand ils s'inscrivent sur le RCS. On vous dit par exemple, et vous l'avez souligné, monsieur le président, à de nombreuses reprises, tous les chèques clients, ils passaient sur les comptes personnels. Et pas sur les comptes de la société. Et j'ai même entendu monsieur le procureur de la République qu'il se servait sur la bête. Eh bien, l'ouverture d'un compte professionnel est-il une obligation quand une entreprise individuelle ? Réponse, non. Donc, quand aujourd'hui on vient reprocher à ces deux-là, alors c'est pas poursuivi, c'est juste un élément qui colore le dossier, que tous les chèques passent sur le compte personnel, eh bien il n'y a pas de problème. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur reprocher. Une fois encore, je vous dis et je vous demande de ramener ce dossier à sa juste mesure. Alors,
vous avez des gens qui ont commis un certain nombre d'erreurs et commis un certain nombre de délits incontestablement, et qui viennent aujourd'hui devant votre juridiction vous dire très clairement pour monsieur, et de manière beaucoup plus mesurée pour madame, mais l'émotion est à la limite et les larmes sont aux yeux depuis une bonne partie de l'audience, qu'en réalité, ils ont foutu leur vie en l'air à cause de cette histoire. Parce qu'ils avaient 25 et 28 ans. Parce qu'à l'époque, ils avaient une fille, que depuis, ils ont 2 autres enfants. Et qu'en réalité, aujourd'hui, monsieur travaille peut-être, mais l'argent, il part totalement dans le remboursement des sommes qui sont dues à tous ces organismes. Inévitablement. Et c'est légitime et c'est normal. Mais il le paye et je crois véritablement que ça compte dans la décision que vous allez prendre. Parce que si en plus du montant des indemnisations, qui est un élément très important dans ce dossier, vous prononcez une peine pénale importante, je crois véritablement que ce serait disproportionné au regard des éléments qui figurent au dossier. Je vous demande tout simplement et véritablement de faire une appréciation mesurée de la loi pénale et de condamner à une peine qui ne sera pas supérieure à 1 an d'emprisonnement pour monsieur. Le tribunal vous remercie, maître. Madame, si vous voulez bien revenir à la barre, s'il vous plaît. Vous avez, madame, entendu les réquisitions du procureur de la République et les plaidoiries des avocats. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense, madame? J'ai dit ce que j'avais à faire, j'ai aidé. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas que... Non, je sais pas. D'accord. Merci, madame. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur, si vous voulez bien venir à la barre, s'il vous plaît. Même question. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense, monsieur? Qu'à aucun moment, je pensais que ça allait se dérouler comme ça. Je savais que c'était mal, mais je pensais pas que ça allait finir comme ça. Et je pense que aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Sur 3 ans, j'ai fait ce que j'ai pu pour m'en sortir. Maintenant, s'il y a beaucoup de choses à payer ou des peines, tout ça, je ferai avec, mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci, monsieur. Madame, si vous voulez bien venir à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, madame, pour votre défense? Juste que si c'était une expérience à renouveler, je ne le referais pas. J'ai appris beaucoup sur ce qui s'est passé. C'est vrai qu'en ces 3 ans, j'ai eu l'occasion de mûrir. Et sinon, je pense que mon avocat a dit essentiellement ce que je pensais. Merci, madame. Asseyez-vous. Et enfin, monsieur, si vous voulez bien revenir à la barre, monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour votre défense? C'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Je pense que c'est pas en arriver là. Et puis surtout, la responsabilité, je pense aussi à mes enfants. Voilà. C'est tout ça, quoi. Je mélange peut-être un petit peu tout, mais je sais qu'il a généralisé, l'avocat, il a dit ce qu'il avait à dire. Enfin, du moins, il a transmis. Il sait très bien que j'aurais aimé creuser un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai eu l'impression d'être un petit peu le vilain petit canard. Malgré que... on parle de plainte après, mais pendant, il n'y en a eu aucune, quoi. Il y a eu peut-être des retours de véhicules, mais j'ai toujours fait le nécessaire de façon que les clients, eux, ils repartent plus ou moins satisfaits, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on doit avoir une responsabilité. Pour ma part, je pense que j'avais pas les épaules. On n'a pas su être professionnel. C'est peut-être ça qui a manqué. On n'a pas su assumer. Je dis bien, on a peut-être moi le plus. Et ça, c'est malheureux. Maintenant, je suis désolé. Là, il y a certaines victimes qui sont absentes, mais je suis malheureux. Enfin, en tant que maintenant client, je suis client de certains garages pour réparer ma propre voiture, donc je sais ce que c'est. Je voudrais pas me faire berner. Malheureusement, ça a été fait dans des mauvaises conditions. Voilà. Merci, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, le tribunal se retire pour délibérer. Décision après la suspension de l'audience. L'audience est suspendue. L'audience correctionnelle est reprise. Veuillez vous asseoir. Le tribunal va rendre sa décision. Monsieur le est parti. Il est parti? Oui, il est parti. Sa compagne est prête d'accoucher et elle commençait à se sentir pas très bien, donc elle a voulu partir avec elle. D'accord. J'étais prévenu par son avocat. Bien, donc le tribunal rend sa décision. Madame, si vous voulez bien approcher de la barre, s'il vous plaît. Madame, par décision contradictoire, le tribunal vous relaxe du chef de travail dissimulé, c'est-à-dire le deuxième chef de poursuite. Vous déclare coupable des autres faits, c'est-à-dire le recel de banqueroute,
En répression, le tribunal vous condamne à la peine d'1 an d'emprisonnement assorti du sursis simple et prononce l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de 5 années. Voilà, madame, pouvez vous mettre sur le côté. Monsieur est déclaré coupable des faits qui sont visés à la prévention. En répression, le tribunal le condamne à la peine de 18 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans, avec obligation d'indemniser les parties civiles. Madame, si vous voulez bien venir à la barre. Madame, par décision contradictoire, le tribunal vous relaxe du chef de non-déclaration de salarié, c'est-à-dire le 2e chef de poursuite, sauf pour Adem et Magali. Le tribunal vous déclare coupable de l'ensemble des autres faits. En répression, vous condamne à la peine de 2 ans d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans, avec obligation d'indemniser les victimes et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement. Et le tribunal prononce par ailleurs la faillite personnelle pour une durée de 10 années. Vous pouvez vous mettre sur le côté, madame. Monsieur, si vous voulez bien venir à la barre. Le tribunal, par décision contradictoire, vous relaxe du chef de non-déclaration de salarié, c'est-à-dire le 5e chef de poursuite, sauf pour ce qui concerne Adem et Magali, relève l'état de récidive légale pour l'ensemble des faits visés à la prévention et vous déclare coupable de l'ensemble de ces faits. En répression, vous condamne à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans, obligation d'indemniser les victimes et d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation. Le tribunal prononce par ailleurs la faillite personnelle pour une durée de 10 années. Sur l'action civile, le tribunal reçoit la SCP Després, qualité de mandataire judiciaire de la liquidation, condamne madame à payer à la partie civile la somme de 45 000 € correspondant à la valeur des véhicules détournés. Reçoit la constitution de partie civile de mademoiselle Nolwenn Goutal, condamne solidairement à payer à la partie civile la somme de 3 200 € au titre de son préjudice matériel et 500 € au titre de son préjudice moral. Reçoit M. Bruno Frémont en sa constitution de partie civile, condamne solidairement à payer à M. Frémont la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral. Reçoit la constitution de partie civile de madame, condamne solidairement à payer à cette partie civile 2 500 € au titre de son préjudice matériel. Voilà, je précise pour terminer que vous disposez d'un délai de 10 jours pour former appel de cette décision les uns et les autres. L'audience correctionnelle est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Victor Benabou. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.